Est-ce que tu es en plein bore-out? Donc c'est un terme qui est très parlant, c'est pas un burn-out, tu n'es pas surmené, c'est un peu l'inverse. Tu n'es pas assez stimulé, mais c'est pas forcément mieux. Et tu sais pas exactement pourquoi, mais ta santé mentale commence à être affectée. Donc si tu as un doute sur si c'est ton cas ou pas, on tire ça au clair. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissances business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Pour savoir si tu es concerné par un bore-out, on va regarder tout simplement les 4 causes d'un bore-out. Première cause, une sous-charge de travail durable. Et c'est quelque chose qui arrive dans la vie d'un employé et qui peut même être sain, ces périodes de pause, ces périodes d'oxygénation. Mais ça devient de moins en moins drôle au bout d'un moment quand l'ennui s'installe. À côté de ça, on va trouver la cause numéro 2, des tâches répétitives et peu stimulantes. Donc ça, c'est un énorme problème qui a fait son apparition avec la découverte du travail à la chaîne. En effet, une méthode très efficace et rentable pour une entreprise, c'est d'avoir ses employés qui répètent toujours la même tâche. Le problème, c'est que c'est incompatible avec le cerveau humain, qui lui a besoin de diversité dans ses tâches et de stimulation du coup via des enjeux ou des objectifs à atteindre, ou simplement aussi via la nature plaisante des tâches de travail à accomplir. Et peu importe ce que tu fais, en fait, le plaisir disparaîtra si tu n'as pas de diversité dans ce que tu fais. Et donc le fameux bore-out par PowerPoint, on est clairement sur un des gros fléaux de Babylone. Donner un travail très peu stimulant et très répétitif, avec une impression d'impact qui est quasi inexistante, qui à la longue affecte de manière très négative énormément d'employés en France. Troisième cause du bore-out, la déqualification. La déqualification, c'est tenir un poste dont les exigences sont en dessous de ton niveau de compétence. T'as l'impression en fait de pas pouvoir montrer vraiment ce que tu peux faire. Et la déqualification, c'est terrible car c'est un manque à gagner pour tous les parties concernées en fait. Et une grosse critique de Babylone, c'est que le système de promotion de l'entreprise aujourd'hui dépend bien trop souvent de facteurs trompeurs, notamment le fameux présentéisme ou encore ce qu'on appelle le business acting, en gros le faire paraître associé avec un rapprochement social semi-amical avec les décisionnaires de l'entreprise. Et donc pour un business, un facteur déterminant dans le succès d'une entreprise, c'est le choix des individus placés dans les postes de responsabilité. Et en fait, ce choix, il est détérioré par le fait que encore beaucoup trop de décisionnaires ne choisissent pas les employés les plus compétents, ni les plus motivés, mais ceux qui sont les plus habiles au fameux faire paraître. Rien ne peut autant faire chuter le moral d'une équipe, voire même potentiellement provoquer un phénomène de désengagement collectif, que quand une équipe voit un collègue obtenir une promotion qui n'est pas méritée, et obtenue par une stratégie de faire paraître. En termes de ressources humaines, c'est dévastateur. Les meilleurs managers, en fait, sont ceux qui sont capables de voir l'entreprise comme un ensemble d'individus, comme une équipe avec un but commun, mais dont il faut respecter la santé mentale, le niveau de satisfaction personnelle. Mais aujourd'hui, beaucoup trop de managers, en fait, atteignent leur position grâce à leur égocentrisme qui les pousse à mettre en place des manipulations sociales qui, en vérité, portent leurs fruits. Et c'est une des causes très communes d'un phénomène de bore-out collectif au sein d'une même équipe. Et enfin, quatrième cause d'un bore-out, l'absence de récompense intrinsèque. La récompense intrinsèque, c'est un terme en business pour désigner la récompense que tu peux obtenir grâce à ton travail, qui est autre que matérielle ou monétaire. Là, on parlerait de récompense extrinsèque. Et les deux sont tout autant importants. Mais en vérité, dans le monde d'aujourd'hui, les cas d'insatisfaction pro sont bien plus souvent liés à un manque de récompense qui est intrinsèque. Et donc dans ces récompenses intrinsèques, on retrouve tout ce qui va satisfaire les étages supérieurs de la pyramide de Maslow. Donc le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Et donc pour satisfaire ces besoins, il faut comprendre comment ils sont satisfaits. Et donc ces besoins sont satisfaits par des récompenses intrinsèques qui sont les responsabilités, la reconnaissance, la perspective d'évolution, le développement de compétences, mais aussi le sentiment d'utilité et l'alignement avec ses valeurs. Et s'il te manque une ou plusieurs de ces choses-là, c'est pas un caprice que tu es en train de nous faire. C'est normal et justifié d'un point de vue évolutif et anthropologique que tu ressentes une insatisfaction. Et tu peux vraiment essayer de vivre une vie où tu ne satisfais pas les étages supérieurs de la pyramide de Maslow, mais c'est vraiment compliqué de fuir ses besoins. Donc faut les respecter. Et donc voilà, donc si ces 4 frustrations te parlent, et que tu veux du coup savoir si tu es en bore-out ou pas, prends chacun de ces 4 causes et attribue-leur une note sur 5 d'intensité de ressenti. Ça te donnera une note sur 20 pour estimer où tu te situes sur le spectre du bore-out. Et maintenant, on regarde comment pallier, voire prévenir un bore-out. Et donc comme avec le burn-out, la première solution évidente pour éviter un bore-out, c'est simplement d'en parler.
d'en discuter avec la RH ou tes managers. C'est évidemment une discussion qui est bien plus facile à avoir que celle qu'il faut avoir quand tu as un burn-out, mais fais attention quand même, parce que la réponse très fréquente d'une entreprise va simplement être de te donner plus de travail. Et il faut que tu fasses gaffe à ça, parce que c'est pas juste le manque de travail le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas au bon niveau de responsabilité dans l'entreprise. Et si tu peux donner plus, ça veut dire que tu mérites plus, que ce soit des récompenses intrinsèques ou des récompenses qui sont extrinsèques. Et donc là, l'idée en fait, c'est de plutôt mener cette discussion dans l'optique où tu veux faire part de ta motivation de monter dans l'organisation en termes d'impact et de responsabilité. Et donc là, il y a plusieurs cas possibles. Soit toutes les places sont prises, parce que Babylone évidemment est un système pyramidal. Et donc là, il faut discuter d'un plan clair et pas flou, d'une roadmap pour cette future promotion. Et donc si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à fixer cette roadmap pour le futur, là, tu as deux résultats possibles. Scénario numéro 1, le plan se passe comme prévu, tu remplis tes objectifs et donc l'entreprise tient sa parole. Et là, l'affaire est réglée. T'es plus en burn-out et l'entreprise a gagné un employé précieux pour le futur. Soit, scénario numéro 2, et malheureusement, c'est un cas qui est extrêmement fréquent. Tu as accompli tes objectifs, tu as fait ta part des choses dans ce plan, mais l'entreprise trouve une justification pour ne pas tenir sa parole. Car en général, malheureusement, depuis le début, elle n'a cherché qu'à utiliser de manière trompeuse et malhonnête ta motivation. Et dans ce cas-là, on va pas en discuter sans 7 ans. T'as pas 36 alternatives. C'est une culture d'entreprise qui est toxique et il faut que tu partes de là. Donc ça, c'est la solution facile, on va dire. Celle où tu restes dans le monde du salarié. Et si c'est ça qui te satisfait, nickel, tant mieux. Mais je me dois de te dire, si tu es une personne qui est susceptible au burn-out, il faut que tu comprennes que tu n'es pas une personne comme les autres. C'est injuste, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une intelligence et un ensemble de compétences nécessaires et suffisants pour pouvoir éprouver un burn-out. Et en général, ce que ça veut dire, c'est que tu es quelqu'un qu'on appelle un high achiever. Et là, je ne peux que t'encourager à explorer l'option de la sortie du salariat. Car même si c'est évidemment une option avec ses propres challenges, il y a de fortes chances que ce soit un mode de vie bien plus approprié et bien plus propice à l'exploitation de ton potentiel et donc surtout à ton épanouissement personnel. Et là, le conseil que je te donnerais, c'est de commencer par une accumulation de connaissances sur les rouages et les mécanismes du business. Comment? Juste par ça, par t'éduquer à côté de ton taf. Parce que clairement, du coup, tu as du temps. Et donc, utilise ce temps pour comprendre le monde dans lequel tu vis. Et donc des bases vraiment comme l'offre et la demande, les rouages de la finance, du marketing et de la vente, les leviers technologiques de notre époque, les différents types de revenus, actifs ou passifs, toutes les implications du freelancing ou de la création d'une société, etc. Ne t'inquiète pas, on abordera tous ces sujets sur la chaîne. Et l'idée, en fait, c'est qu'au fur et à mesure de l'accumulation de cette connaissance, tu mettras en fait toi-même en place un plan pour créer l'activité qui t'épanouira. Donc voilà, ça c'est mes conseils pour ceux qui sont encore dans ce travail de réflexion ou qui sont à peine introduits à cette idée-là. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà pris leur décision. Ils veulent lancer leur activité, c'est décidé, mais ils veulent juste savoir comment faire, comment commencer en fait. Et surtout aussi comment faire cette transition entre un travail CDI et la mise en place de leur propre activité. T'inquiète pas, on va répondre à cette interrogation précise là maintenant. Donc si tu veux sortir du salariat, c'est qu'il y a deux raisons possibles. Soit une forme de burn-out, soit une forme de burn-out. Et donc c'est important déjà de distinguer les deux. Parce que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat alors que tu te remets d'un burn-out, c'est pas que c'est impossible, mais il peut y avoir des contre-indications, notamment si t'as pas au moins un bon coussin financier. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure qui est incroyable et qui peut être extrêmement plaisante, mais il y a une condition. Donc c'est le premier point, avant toute décision de sortie du salariat, assure ta sérénité financière. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en vrai une sérénité financière? En fait, c'est du temps, tout simplement. Tu t'assures une sérénité en te donnant du temps pour lancer une activité jusqu'à pouvoir en vivre, sans une forme de pression liée à ta survie. Et donc il y a 1000 façons de gagner ce précieux temps, et en général, tu vas les cumuler. Donc tu as tes économies, principalement, évidemment, tu as des revenus partiels, si tu choisis de garder un travail à temps partiel, et tu as aussi, très important, tes droits liés à tes cotisations. Donc en tant que citoyen, tu as ou tu vas cotiser pour des droits. Tes droits du chômage, les droits du RSA, les APL, etc. Donc il y a évidemment, en France, ce débat sur ces individus qui profitent à outrance de ces droits. Et en effet, c'est un sujet, clairement. Mais ces personnes-là ne regardent pas des vidéos éducatives comme celle-ci. Et il faut pas non plus que tu te retrouves privé ou que tu te sentes mal de réclamer tes droits en raison de ces personnes. Et donc, du coup, ce combo d'économie, de droits sociaux et de revenus partiels, c'est ce qui va te donner un certain montant. Mais ce montant, il n'est pas encore proportionnel à un temps de sérénité financière. Il manque une variable importante qui est tes dépenses.
Et donc ce sujet des dépenses, je vous le dis, c'est ce qui maintient le plus de gens dans une vie qui les déplaît. On pourrait penser que c'est un manque de revenus, et en effet ça a un impact, mais ce qui a le plus d'impact, c'est le niveau de dépenses. C'est mathématique, plus tu dépenses, plus tu perds en temps de sérénité financière. Et donc plus rapidement, tu atteindras ce que moi j'appelle la zone de stress. En gros, la zone où il ne te reste pas assez de temps tampon jusqu'à arriver au fameux stade où il faut que tu recherches un nouveau taf pour que tu puisses te sentir serein. Et donc que tu puisses être le plus efficace possible dans ta création de ton business. Le stress, c'est vraiment ton pire ennemi. Et tu dois à tout prix faire les sacrifices qu'il faut pour l'éloigner le plus possible. Et donc ça peut être des sacrifices comme un plus petit budget entertainment, plus de sorties ou de week-end qui coûtent cher. Ça peut aussi être des gros sacrifices comme faire un travail à temps partiel manuel ou retourner vivre chez tes parents. Si tu en as la possibilité, saute dessus. Si tu savais le nombre de millionnaires aujourd'hui qui ont eu une phase où ils ont dû revenir chez leurs parents. Et ça, tu vois, c'est des gros sacrifices qui vont le plus affecter en fait ton ego, mais aussi la peur que tu nourris par rapport à la perception du regard des autres. Et donc, il faut que tu le comprennes, que tu l'acceptes et que tu fasses ta part de choses. Et que tu comprennes ce que tu veux vraiment. Satisfaire ton ego ou les autres ou vivre la vie que tu voudrais vivre. Parce que plus tu peux faire ce travail d'acceptation, plus tu vas être capable de faire ces sacrifices qui, eux, vont énormément augmenter tes chances de succès dans le lancement de ton activité. Et donc, tu l'as compris, ta réserve de fonds plus ton apport de fonds complémentaire divisé par ton budget de dépenses mensuel te donne le temps de sérénité financière que tu vas avoir pour lancer ton activité. L'idée, c'est d'avoir au grand minimum 1 an. Grand minimum. C'est ce que moi j'ai fait pour commencer. Et honnêtement, bon Dieu, c'était chaud. En vrai, c'était trop court. J'ai littéralement atteint le point d'équilibre 1 mois avant de ne plus avoir de fonds. Littéralement. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais la connaissance business. Donc, étape numéro 2. Faut que tu aies la connaissance business, man. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master en business administration. Mais à côté de ce MBA, j'avais déjà acquis de l'expertise empirique. Grâce à mon premier échec tonitruant, la tentative de lancement de mon premier business Unwind, une application de méditation, que j'ai essayé de lancer pendant 2 ans en même temps que je faisais du freelance en tech. Et donc, tu as compris, l'idée de cette chaîne, c'est de partager toute cette connaissance sans que toi, tu aies à faire ce master en business ou échouer misérablement en essayant de lancer une application de méditation. Donc, ce deuxième conseil, c'est vraiment ça. Que ce soit via moi, grâce à des podcasts, ou grâce à l'IA, qui est un moyen extrêmement efficace d'apprendre. Prends le temps d'accumuler cette information sur les règles du business. Parce que le temps que tu passes avant de te lancer à accumuler cette information, c'est du temps que tu gagneras à pas faire des erreurs bêtes une fois que tu seras lancé. Et ça peut vraiment faire la différence entre un succès ou un échec entrepreneurial. Et donc, je sais que tu aurais aimé que cette vidéo te permette de te lancer direct, mais comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, je tiens vraiment à l'idée d'être réaliste dans ma manière de vous aider à atteindre votre but. Et réalistiquement, la première vraie étape pour construire une activité entrepreneuriale avec succès, c'est de prendre le temps de construire tes fondations. Et ces fondations se construisent en préparant ta sérénité financière. Donc, dresse-toi un plan précis par rapport à ça. Et puis, maximiser tes chances de succès une fois que tu seras lancé par une accumulation de connaissances en business. Et tant que tu n'as pas une idée très claire de ce que exactement tu dois faire, ça sert à rien de te lancer. Mais crois-moi, si tu respectes les 2 premières étapes calmement, tu sentiras ce point où tu seras en mode « Ok, là je me sens prêt, je sais ce que j'ai à faire et ça va marcher. »